passé quelque chose dans le cortège. Je répète, il s'est passé quelque chose dans le cortège. Plusieurs personnes courent vers le haut de la colline. Ce qui s'est passé à Dallas ce jour-là est l'un des mystères les plus controversés de notre temps. Il s'ensuivra une avalanche de critiques et d'innombrables théories conspirationnistes. Pour sentir l'odeur de la poudre, il faut que le vent vienne vers vous. Je n'ai pas été touché par le premier tir. J'ai tout de suite pensé que quelqu'un avait tiré. Un homme passera 25 années en quête de la vérité. Vous savez ce qu'en disent vos critiques. Ils disent que c'est absurde, que c'est digne d'un conte de fées, que ça ne vaut rien. Vous allez être très attaqué en publiant cette théorie. Bien sûr, sauf que ces gens n'y connaissent rien en armes à feu et en balistique. Aujourd'hui, un deuxième enquêteur s'intéresse à l'affaire. Sur une scène de crime, quand vous essayez de savoir ce qui s'est passé, la solution vient invariablement des témoins. Ce sont eux qui vont résoudre l'affaire. Qui a tué John Fitzgerald Kennedy? La police nous dit, n'avancez pas, vous ne pouvez pas aller par ici. Ces deux experts ont-ils enfin trouvé la preuve irréfutable que personne ne voulait voir? Les principaux faits du plus célèbre assassinat de l'histoire sont simples. Le comité d'accueil a remis à Madame Kennedy un bouquet de roses rouges. En pleine campagne présidentielle, le président fait étape à Dallas. Le soleil brille, la foule est accueillante et la capote de la limousine présidentielle est baissée. La voiture du président tourne maintenant dans Elm Street et devrait passer devant le centre commercial dans très peu de temps. À 12h30, des coups de feu retentissent. Le président John Fitzgerald Kennedy est mortellement touché et le gouverneur du Texas, John Connally, gravement blessé. Il s'agissait bien de la voiture du président. La première dame habillée en rose était clairement visible. C'est notre seule indication. Les deux hommes sont transportés en urgence au Parkland Hospital. Une demi-heure plus tard, le président Kennedy est déclaré mort. Le président des États-Unis est mort. 45 minutes après l'assassinat, le meurtrier présumé de John Kennedy, Lee Harvey Oswald, abat un policier avant d'être arrêté dans un cinéma de Dallas. Le corps du président est transporté en avion vers Washington pour une autopsie. Je jure solennellement. Je jure solennellement. Le vice-président, Lyndon Johnson, prête serment à bord de l'avion. Que j'exécuterai loyalement. 2 jours plus tard, Jack Ruby, propriétaire d'un club de Dallas, abat Oswald dans un parking souterrain. On lui a tiré dessus. On a tiré sur Lee Oswald. Le lendemain, le président Kennedy est enterré au cimetière d'Arlington. C'est là que prend fin la version officielle et que commence le mystère de ce qui est réellement arrivé. Pour répondre aux rumeurs persistantes affirmant que Lee Harvey Oswald fait partie d'un complot meurtrier de la plus grande envergure, Lyndon Johnson charge le président de la Cour suprême, Earl Warren, de mener une enquête. Pendant 10 mois, lors de sessions à huis clos, la commission Warren recueillera les témoignages de 552 personnes et publiera un rapport de 888 pages disponible au grand public. Pourtant, plus de 50 ans après, l'assassinat de John Kennedy est toujours voilé de mystère et fait l'objet de diverses théories conspirationnistes. Une majorité d'Américains est toujours convaincue que Lee Harvey Oswald n'a pas agi seul. Comment un crime commis devant des centaines de personnes, filmé par au moins 30 d'entre elles, suivi par des millions d'autres à la télévision et plus documenté qu'aucun autre dans l'histoire, peut-il rester irrésolu? Nombreux sont ceux qui ont essayé d'apporter une réponse, mais peu avaient un CV aussi impressionnant que Colin McLaren. Après avoir passé 18 ans dans la police australienne, McLaren fait une découverte surprenante lorsqu'il se focalise sur l'affaire JFK. J'ai appris qu'aucun enquêteur de police n'avait jamais rouvert le dossier pour analyser l'ensemble des preuves et des témoignages. Je voulais être le premier. Colin McLaren est l'un des plus célèbres policiers d'Australie. Dans les années 1980 et 90, il a organisé une opération d'infiltration de grande envergure qui a permis l'arrestation de 11 chefs mafieux. Il a toujours agi en tant qu'agent infiltré, ce qui lui confère un regard unique dont les autres enquêteurs manquaient peut-être. Il part justement à la rencontre du plus célèbre d'entre eux.
En premier lieu, il fallait que je voie la scène de crime. Quand je suis arrivé sur place, c'était un véritable voyage dans le temps. Il y avait le dépôt de livres, la fenêtre du 6e étage, le pont routier, le désormais célèbre talus herbeux, tout était là. Lorsque le cortège a tourné dans Elm Street en venant de Houston Street, il s'est retrouvé dans un virage descendant qui forme une sorte de zigzag. C'est un endroit très inhabituel et assez compliqué pour espérer toucher sa cible ne serait-ce qu'une fois. J'ai levé les yeux vers le 6e étage du dépôt et j'ai eu beaucoup de mal à comprendre comment des dizaines d'agents des services secrets avaient pu ne pas voir cet homme armé. J'ai découvert que plus de 10 autres témoins avaient vu une silhouette, un homme avec un fusil à cette fenêtre, mais les services secrets non. Puis, je suis monté au 6e étage. C'était un peu surnaturel et très intimidant. C'est pourtant mon métier. J'ai vu de très nombreuses scènes de crime, mais celle-ci, c'est un peu la scène de crime ultime, la plus mystérieuse de toutes. Pénétrer dans ce lieu m'a permis de beaucoup mieux comprendre. C'était à la fois dérangeant et très intéressant. Le perchoir d'Oswald était beaucoup plus petit que ce que j'avais imaginé en voyant les photos. Il n'y avait que quelques cartons sur lesquels il pouvait s'appuyer en rechargeant son vieux fusil à verrou très encombrant de la Seconde Guerre mondiale et pour viser sa cible. Sans oublier un facteur très important, l'adrénaline, la pression et le stress qu'il a dû ressentir lorsqu'il a eu le président dans son viseur. Ce qui me frappe le plus dans cette affaire, c'est que 50 ans plus tard, alors qu'une majorité d'Américains rejettent les conclusions de la commission Warren, elle constitue encore aujourd'hui la version officielle, à savoir qu'un déséquilibré nommé Lee Harvey Oswald a tiré 3 balles en moins de 6 secondes et tué JFK. Puis il s'est fait tuer par Jack Ruby. Il n'y a eu aucun complot et les 2 hommes ont agi seuls. Colin sait qu'il n'est pas le premier à remettre en cause les conclusions du rapport Warren. En 1967, la chaîne CBS les avait déjà mises à l'épreuve. Nous avons fabriqué une tour et une cible mouvante reproduisant exactement la distance et la hauteur mesurées sur le Dealey Plaza. Grâce à un moteur électrique, la cible se déplace à 18 km/h, soit la vitesse approximative du convoi présidentiel. 11 tireurs d'élite volontaires ont chacun à leur tour tiré 3 balles sur la cible mouvante. Est-il physiquement possible de tirer 3 cartouches en 5 secondes et 6 dixièmes en utilisant un fusil à verrou Mannlicher Carcano de 1938 comme celui d'Oswald? Ce n'était pas l'arme idéale pour ce genre de mission. Soyons clairs, c'était de la camelote. Elle venait d'un surplus de l'armée. Elle était extrêmement lourde. Elle s'enrayait facilement et le viseur n'était pas correctement aligné. La crédibilité du rapport Warren repose sur ce test. Un ingénieur en armement a obtenu le meilleur score. 3 balles dans la cible en 5 secondes et 2 dixièmes. Il s'appelle Howard Donahue. Il lui aura fallu 3 essais, mais grâce à ses efforts, CBS conclut que la théorie officielle est plausible. Le test a donc été réussi par un expert en balistique. Mais c'était son 3e essai. Il a eu le temps de s'entraîner. Oswald, lui, était pressé. Il a sorti son arme, il a visé, il a tiré. Il n'a pas eu l'occasion de s'entraîner. Il devait être gonflé d'adrénaline, sous pression, stressé et probablement mort de peur. Je ne peux pas croire qu'il ait touché sa cible 3 fois en aussi peu de temps. Howard Donahue n'y croit pas non plus. Il est tireur d'élite, mais également expert en balistique. Sa participation au test de CBS le lance dans une enquête personnelle qui deviendra une obsession. C'est sur cette quête visant à réexaminer les faits de l'assassinat de JFK que s'appuie aujourd'hui Colin McLaren. Howard Donahue était expert en balistique. S'il n'avait pas mené sa propre enquête, je ne serais pas là aujourd'hui. Après avoir participé au test de CBS, Howard Donahue doute que Lee Harvey Oswald ait pu tirer 3 fois en 5 secondes et 6 dixièmes. Pendant 25 ans, ce doute va devenir une obsession, révéler la vérité sur l'assassinat de JFK. Il s'est mis à examiner les détails, et parfois ça ne lui semblait pas logique. Il ne comprenait pas. C'était quelqu'un qui voulait comprendre à tout prix.
Howard Donahue était un pilote de chasse maintes fois décoré pendant la Seconde Guerre mondiale. Né dans l'État de New York, il a grandi à Baltimore où il a vécu jusqu'à sa mort en 1999. Mon père a côtoyé les armes toute sa vie. Il a toujours eu une arme, depuis sa première carabine calibre 22, reçue quand il avait 11 ans. Enfant, Colin est témoin de l'enthousiasme de son père pour les armes et de son obsession pour l'affaire JFK. Il allait souvent chasser et pêcher. Il adorait la vie au grand air. Au fil des années, il est devenu expert en tir de précision. Il tenait une armurerie, il fabriquait lui-même des armes et il était expert auprès des tribunaux. Après la diffusion du test sur CBS, un célèbre magazine de l'époque contacte Donahue pour lui demander d'écrire un article soutenant la thèse du rapport Warren. Le magazine True l'a contacté. C'était un des magazines pour hommes les plus populaires des années 1960. On y parlait chasse, pêche et aventures en plein air. Il voulait qu'il écrive un article basé sur son expérience dans le test de CBS, tout en commentant le rapport de la commission Warren pour confirmer son exactitude. Howard était ravi de cette proposition. Journaliste basé dans le Kansas, Bonnard Menninger a suivi Donahue dans ses recherches sur l'attentat de Dallas. Il ne voulait s'appuyer que sur les preuves empiriques, en laissant de côté les diverses théories conspirationnistes, pour étudier les données balistiques, les trajectoires des tirs, les dégâts causés par les balles, et voir où cela le mènerait. Donahue se penche d'abord sur les données balistiques. Selon la commission Warren, Oswald a tiré 3 balles. La première, la désormais célèbre balle unique, a traversé le cou du président Kennedy et a blessé le gouverneur du Texas, John Connally. Le deuxième tir a manqué sa cible. Le troisième a touché JFK à la tête et l'a tué. Donahue décide d'examiner chacun des 3 tirs. Le tir désigné par la commission comme étant le premier est probablement le plus controversé. D'après la commission, la balle a touché le président à la base du cou, à droite de la colonne vertébrale. Elle est ressortie par la gorge, juste en dessous de la paume d'Adam, puis elle a touché John Connally dans le dos, juste en dessous du niveau de l'aisselle droite, brisant la 5e côte sur 10 cm, avant de ressortir juste en dessous du téton droit, de traverser le poignet droit et de finir sa course dans la cuisse gauche. Pour de nombreux critiques, la position des 2 hommes dans la limousine élimine d'office la théorie de la balle unique. Il leur semble totalement absurde qu'une balle venue du 6e étage par la droite ait pu transpercer la gorge du président avant de changer radicalement de direction pour pénétrer à l'extrême droite du dos de Connally. Donahue est d'abord enclin à admettre que la théorie de la balle unique de la commission est improbable. Puis il découvre que Connally et sa femme Nellie étaient assis sur des strapontins, des sièges non alignés avec la banquette arrière sur laquelle est assis le couple présidentiel. Les 2 strapontins sont plus proches du centre de la voiture et plus bas que la banquette. La position du gouverneur est donc différente de ce que l'on avait imaginé au départ. Donahue place Connally là où il se trouvait réellement, le torse légèrement tourné. La trajectoire correspond alors parfaitement. Dès lors, le parcours de la balle trouve une explication logique. Donahue vient de faire une découverte majeure. La théorie de la balle unique avancée par la commission Warren, souvent tournée en ridicule, est en fait exacte malgré les calculs de trajectoire totalement erronés de la commission. Mais une autre incohérence dans le rapport continue d'intriguer Donahue. D'après les critiques, la balle censée avoir touché Kennedy puis Connally est en trop bon état pour avoir traversé 2 personnes. On a retrouvé une balle au Parkland Hospital qui était probablement celle qui avait atteint le gouverneur. Elle a été retrouvée sur une civière relativement intacte et les critiques se demandaient comment une balle avait pu traverser 2 personnes et causer autant de blessures sans subir plus de dégâts. Howard s'est rendu aux archives nationales à Washington et a inspecté la balle à la loupe. Pour son œil d'expert, elle était en fait endommagée et pas du tout intacte. Cette controverse sur l'état de la balle était injustifiée. Une preuve de plus pour Donahue que la théorie de la balle unique est exacte. Mais la balle correspond-elle à l'arme utilisée? L'expert en armes à feu du FBI, Robert Fraser,
a répondu à cette question devant la commission. Monsieur Fraser, voici maintenant la pièce à conviction numéro 399, une balle retrouvée au Parkland Hospital peu après l'assassinat. Avez-vous déjà vu cette pièce? Oui. Cette balle m'a été apportée le 22 novembre dans le laboratoire du FBI. Avez-vous examiné cette balle pour savoir si elle a été tirée avec la pièce à conviction numéro 139? Oui, monsieur. Et votre conclusion? La pièce 399 a été tirée avec le fusil numéro 139. Les tests du FBI montraient que les marques laissées sur la balle correspondaient à la chambre du fusil de Lee Harvey Oswald. C'est l'équivalent des empreintes digitales. À l'exclusion de toute autre arme? Oui, monsieur. C'est à Arlen Specter, conseiller juridique de la commission, que l'on attribuera la théorie de la balle unique. Avez-vous entendu des tirs? Pour de nombreux critiques du rapport Warren, Specter aurait orienté ses questions pour soutenir sa théorie. Donahue pense lui aussi qu'une seule balle a bien touché les deux hommes, mais il se demande s'il s'agissait bien de la première des trois, comme le pense la commission. Il se souvient que le gouverneur était en désaccord avec cette conclusion et qu'il l'a exprimé publiquement à plusieurs reprises. Pour moi, il ne fait aucun doute que je n'ai pas été touché par la première balle. J'ai bien entendu le premier tir. Je me suis tourné vers la droite pour voir ce qu'il se passait. Ne voyant rien, j'allais me tourner vers la gauche quand j'ai été frappé par un deuxième tir. Le troisième tir a touché le président, mais ne m'a pas touché. Comme je l'ai déjà dit, j'ai présenté ce témoignage à la commission Warren. Ils ont choisi de réfuter mon interprétation et mon souvenir des événements. Donahue découvre que le témoignage d'un agent des services secrets, Roy Kellerman, contredit également l'ordre des tirs retenu par la commission. Roy Kellerman se trouvait à l'avant de la limousine présidentielle. Il a décrit ce qu'il avait entendu après le premier tir. On a signalé un bruit de pétard. Quand j'ai tourné la tête, j'ai entendu une voix à l'arrière. Je suis convaincu qu'il s'agissait du président. Il a dit « Mon Dieu, je suis touché ». Quand je me suis retourné, il avait la main levée, comme ça. La main droite orientée vers le cou? Oui, c'est ça. Comment le président Kennedy aurait-il pu s'exprimer si le premier tir avait traversé sa gorge et sa trachée comme l'indique le rapport de la commission? Et si le premier tir ne l'a pas touché, où est-il allé? Pourquoi la commission affirme-t-elle que le premier tir a touché JFK dans la nuque? De nombreux témoignages corroborants indiquent que le premier tir a ricoché sur l'asphalte. Virgie Rachley était comptable au dépôt de livres scolaires. Dans sa déposition devant la commission, elle affirme avoir vu une balle rebondir sur la chaussée. Donc, vous étiez bien devant l'immeuble du dépôt de livres scolaires? Oui. Et qu'avez-vous vu? Lorsqu'il est passé devant nous, nous avons entendu un bruit. Et j'ai cru qu'il s'agissait de pétards, parce que j'ai vu quelque chose heurter le sol. À quoi cela ressemblait-il? Eh bien, comme je vous l'ai dit, j'ai cru que c'était un pétard. J'ai vu comme une étincelle. Est-il possible qu'un fragment de cette balle ait atteint Kennedy, le faisant s'exclamer « Mon Dieu, je suis touché » avant qu'il ne soit frappé par la deuxième balle? C'est ce que pense Donahue, désormais convaincu que la commission Warren s'est trompée dans l'ordre des deux premiers tirs. Plus il progressait, plus il trouvait d'incohérences et plus il se posait de questions. Il ne pouvait plus faire machine arrière. En analysant le dossier d'enquête sur l'assassinat de JFK, Colin McLaren se penche sur les indices mis au jour par l'expert en balistique Howard Donahue 40 ans auparavant. Donahue pense que la théorie de la balle unique de la commission Warren est exacte, mais que la trajectoire décrite est erronée. Donahue pense également que la commission s'est trompée dans l'ordre des tirs. Il poursuit son investigation et tourne ensuite son attention vers la balle qui sera fatale à JFK. Le docteur James Humes est pathologiste à l'hôpital naval de Bethesda. C'est lui qui va diriger l'autopsie du président quelques heures seulement après son assassinat. Lorsqu'il passe devant la commission Warren, on lui demande de décrire les dégâts infligés par la troisième balle. La troisième blessure externe au moment de l'examen était une importante dépression sur la partie droite du crâne.
Cette dépression concernait à la fois le cuir chevelu, la boîte crânienne et une partie du cerveau qui était apparente. Selon Humes, la blessure s'étend sur 10 à 12 cm de l'avant à l'arrière du crâne et de l'oreille jusque dans les cheveux. Cette énorme blessure est un mystère complet. Alors qu'une des balles transperce le corps de 2 individus et ressort presque intacte, la balle qui touche le président à la tête éclate en morceaux. Pourquoi ces 2 balles ne se sont-elles pas comportées de la même façon? Sur les radios que nous avions faites auparavant, on pouvait observer de multiples fragments minuscules de matériaux radio-opaques dispersés dans toute la masse cérébrale. Approximativement combien de fragments avez-vous observé sur ces radios? Je dirais entre 30 et 40 fragments. Ce n'est pas l'œuvre d'une balle chemisée. Il s'agirait plutôt d'une balle à fragmentation conçue pour exploser violemment à l'impact. Si Oswald est l'auteur de ces 2 coups de feu, comment expliquer cela? Pourquoi aurait-il utilisé 2 munitions différentes? En tant qu'expert en balistique, mon père savait qu'on ne pouvait pas avoir une balle transperçante et une autre qui explose, alors qu'Oswald n'avait qu'un seul fusil et un seul type de munitions. Ça ne marche pas comme ça. Mais tout le monde semblait omettre ce détail ou simplement l'ignorer. Pour lui, il était essentiel. C'était la clé de toute l'affaire. Colin McLaren veut constater par lui-même la différence entre ces types de munitions en commençant par les balles chemisées utilisées par Oswald. Voici une balle chemisée de calibre 6 mm 5. Elle a été conçue pour la guerre, c'est-à-dire pour ne pas s'arrêter. Si un soldat est touché par une telle munition, elle lui passera à travers, lui laissant une chance d'aller à l'hôpital et de rentrer chez lui en l'éliminant néanmoins du champ de bataille. Prêt à tirer. Je tire. Elle est passée à travers. Voilà, Colin. C'est l'effet typique d'une balle chemisée. Elle a traversé, net et sans bavure. Voici maintenant une balle à fragmentation à pointe creuse, conçue pour exploser à l'impact. Le résultat est effrayant. Air de tir dégagé. Attention aux yeux et aux oreilles. Prêt à tirer. Donahue a établi que la balle qui a touché Kennedy à la tête ne correspond pas aux munitions utilisées par Oswald. Il se concentre maintenant sur la taille de la plaie d'entrée dans le crâne du président. La plaie de la partie postérieure droite du crâne avait les dimensions que j'ai déjà citées, c'est-à-dire 15 mm sur 6. D'après le rapport d'autopsie, le diamètre de la plaie d'entrée est de 6 mm et le tunnel creusé par la balle s'étend sur 15 mm avant la fragmentation. Howard a interrogé des pathologistes qui lui ont dit qu'une blessure par balle dans le crâne creuse toujours un sillon un peu plus large que la balle elle-même. Les balles utilisées par Oswald ont un diamètre de 6 mm 5. Si le tir provenait du fusil Carcano d'Oswald, le diamètre de la plaie d'entrée dans le crâne de JFK devrait être au minimum de ce diamètre. Si la plaie ne mesure que 6 mm, il est tout simplement impossible qu'une balle de 6 mm et demi ait touché le crâne du président. Une fois de plus, Howard avait remarqué quelque chose dont personne ne semblait avoir mesuré l'importance. C'était pourtant crucial. Donahue en conclut que le tir mortel a été causé par une balle explosive à fragmentation provenant d'une autre arme. Alors pourquoi a-t-on retrouvé 3 douilles de calibre 6 mm et demi dans le perchoir de Lee Harvey Oswald? Les partisans de la théorie du tireur unique mentionnent toujours ces 3 douilles retrouvées dans le perchoir d'Oswald. L'une d'entre elles se trouvait à l'écart des 2 autres. Howard Donahue explique simplement que cette douille servait à occuper la chambre du fusil lors de son stockage. Vous pouvez nous montrer? Bien sûr. Ainsi, la chambre est protégée de l'humidité et de la poussière. Les photos de la scène de crime indiquent qu'Oswald aurait pu éjecter cette douille vide avant de se mettre en position de tir. C'est une preuve indéniable qu'Oswald n'a tiré que 2 coups de feu.
Mais si le tir fatal à la tête n'a pas été tiré par Lee Harvey Oswald, d'où venait-il? Donoghue examine la trajectoire de la balle pour trouver la réponse. La commission Warren a calculé que la balle était arrivée à un angle d'environ 16 degrés. Depuis le 6e étage du dépôt, la trajectoire était d'environ 16 degrés vers le bas et 6 degrés sur la droite par rapport à la direction de la limousine. C'est ce deuxième angle qui pose problème. Par rapport à son point d'entrée, la balle aurait dû ressortir quelque part sur la gauche de son visage, au niveau du front ou du nez, mais pas sur la partie supérieure droite de son crâne. Donoghue décide de tester la trajectoire lui-même. Il s'appuie sur le rapport d'autopsie de la commission Warren pour déterminer les points d'entrée et de sortie de la balle. Il perce un trou au point de sortie en espérant remonter la trajectoire jusqu'à son point d'origine. Il glisse une baguette de bois à travers le crâne et l'aligne avec la position du président Kennedy au moment du troisième tir. Il détermine que le coup est parti de derrière le président, mais d'un point bien plus bas que la fenêtre du 6e étage. Howard n'en revenait pas. En se basant sur les points d'entrée et de sortie de la balle déterminés par l'autopsie, il lui apparaissait tout simplement impossible que la balle qui avait touché JFK à la tête soit partie de la position de tir d'Oswald. Ça n'avait aucun sens. En appliquant des principes simples de balistique, Donoghue conclut avec certitude que la commission se trompe. Il est désormais convaincu qu'il y avait un deuxième tireur ce jour-là sur Dealey Plaza. D'après son analyse de la trajectoire, Howard Donoghue pense qu'un deuxième homme est à l'origine du coup fatal qui a touché John Fitzgerald Kennedy. Il est persuadé que ce troisième tir ne pouvait pas venir du 6e étage du dépôt de livres. Pour lui, la seule explication plausible est que ce tir venait de derrière le président, légèrement sur sa gauche. Pour avoir un deuxième avis, il contacte le docteur Russell Fisher, qui a été chargé par le procureur général des États-Unis de réexaminer l'autopsie de JFK. Il a de nouvelles informations à lui révéler. Le docteur Fisher lui dit que le point d'entrée n'a pas été bien localisé. Il est bien plus haut, 10 cm au moins, dans cette zone. Oui, c'est beaucoup plus haut. Lors de la première autopsie, le point d'entrée avait été situé au niveau de la protubérance occipitale. Mais l'équipe du Dr Fisher a découvert qu'il était en fait 10 cm plus haut et 2 cm sur la droite. Ça fait une grande différence. Les médecins de la première autopsie ont dû se tromper. Il n'y a pas d'autre explication. À l'aide de ces nouvelles informations, Donoghue peut maintenant retracer la trajectoire de la balle mortelle avec son véritable point d'entrée. Il ne pouvait pas imaginer ce qu'il allait découvrir. Il a tracé cette nouvelle trajectoire sur ses schémas et il a découvert qu'elle passait par le siège arrière gauche de la voiture des services secrets qui suivait la limousine présidentielle et dans laquelle se trouvaient plusieurs agents. Je me tiens à l'endroit exact où JFK a été mortellement touché. Avec de nouvelles informations et de nouvelles photos, Howard Donoghue a fait une découverte sensationnelle qui nous permet de mieux comprendre cette affaire. D'après la trajectoire de la balle, le tir ne venait pas de la fenêtre du 6e étage du dépôt, mais de bien plus bas, derrière moi, où se trouvait la voiture des services secrets.
Donoghue écrit alors au service secret et leur demande le nom des agents qui se trouvaient dans la voiture escorte, les armes qu'ils portaient et leur calibre. On lui répond que ce type d'information ne peut être divulgué en dehors des revolvers de calibre 38 que portent tous les agents des services secrets et qu'en outre, aucun agent n'a tiré de coup de feu au moment de l'assassinat. Donoghue étudie l'affaire d'un point de vue balistique, tandis que Colin McLaren y apporte son expérience d'enquêteur. Il retrouve les preuves que des coups de feu ont été tirés au niveau de la rue. 10 témoins affirment avoir senti une odeur de poudre au moment de la fusillade, au niveau de la rue. L'agent de police, Earl Brown, se trouvait sur un pont ferroviaire. Il a vu passer le convoi se dirigeant vers le Parkland Hospital. J'ai entendu les tirs et j'ai senti l'odeur de poudre. Et quand? C'est venu environ 2 minutes plus tard. Pour moi, ça sentait la poudre. Ce jour-là, le vent soufflait à 24 km/h en direction du dépôt de livres par rapport à l'emplacement de l'agent Brown. S'il a senti une odeur de poudre, elle est forcément remontée du convoi au moment où ce dernier est passé sous le pont. C'est ce qu'il a dit à la commission. Le maire de Dallas, Earl Cabell, et sa femme Elizabeth se trouvent 4 voitures derrière. Je me suis tournée vers Earl et je lui ai dit « Earl, c'était un coup de feu ». Et juste à ce moment-là, les 2 autres coups de feu ont retenti. Autre chose? J'ai senti très distinctement une odeur de poudre. Le 22 novembre 1963, le vent soufflait à 24 km/h. C'est un élément clé de ma scène de crime. Plusieurs personnes sont catégoriques. Elles ont senti une odeur de poudre. Et je comprends maintenant que cette odeur ne pouvait absolument pas venir de la fenêtre du 6e étage. Pas avec un vent qui soufflait en plein dans le visage de Lee Harvey Oswald. Pour Colin McLaren, ces témoignages qui confirment une odeur de poudre au niveau de la rue constituent une preuve solide de la présence d'un second tireur. Le sénateur Yarborough était avec le vice-président Johnson dans la voiture juste derrière celle des agents secrets. C'est un ancien combattant et il connaît bien les armes. J'ai chassé toute ma vie et j'ai manipulé toutes sortes d'armes quand j'étais dans l'armée. J'ai entendu les coups de fusil. Il y en a eu 3. 2 secondes plus tard, j'ai senti une odeur de poudre. J'ai toujours trouvé ça étrange, car je m'y connais en armes et je ne vois pas comment j'aurais pu sentir la poudre d'un fusil qui se trouvait à cette hauteur. Pour sentir l'odeur de la poudre, il faut que le vent vienne vers vous. La trajectoire du 3e tir pointe vers la voiture des services secrets. Ces derniers nient avoir tiré un coup de feu ce jour-là et pourtant 10 témoins affirment avoir senti une odeur de poudre au niveau de la rue. J'ai senti très distinctement une odeur de poudre. S'il y a bien une 2e arme, à qui était-elle? L'ancien enquêteur de police, Colin McLaren, se penche sur ce mystère. Il découvre que juste après l'attentat, la police de Dallas a interrogé des témoins sur Dealey Plaza. Tout enquêteur chevronné vous le dira. Le meilleur moyen de résoudre un crime, c'est d'interroger les témoins. N'allez pas chercher trop loin. Regardez autour de vous. Interrogez tous les témoins et ils vous donneront la solution. Le shérif Bill Decker est une légende de la police de Dallas. C'est lui qui fit tomber le célèbre couple de criminels Bonnie and Clyde dans les années 30. C'est un vrai Texan non conformiste à la tête d'une équipe d'enquêteurs chevronnés. Après la fusillade, Decker ordonne à ses hommes de ratisser Elm Street et Dealey Plaza pour trouver des témoins. À la fin de la journée, ils amènent au poste plusieurs dizaines de témoins potentiels. Sur une scène de crime, pour comprendre ce qui s'est passé, il faut invariablement passer par les témoins. Évidemment, il faut leur mettre la main dessus dès le début, quand leur mémoire est fraîche, et tout mettre par écrit. Le bureau du shérif a trouvé les meilleurs témoins possibles, ceux qui ont vu quelque chose et qui sont prêts à le raconter avant d'avoir pu être influencés par une source extérieure. Les dépositions des témoins oculaires sont une clé essentielle. J'ai entendu au moins 2 coups de feu. Hugh Betzner, 22 ans, se tient juste à côté du convoi pour prendre des photos. J'ai vu un homme dans la voiture du président ou dans celle qui la suivait. Il a sorti quelque chose qui ressemblait à un fusil.
Hugh Betzner n'est qu'un des témoins à avoir aperçu une arme lors de l'incident. McLaren découvre qu'il y en a d'autres. Le sénateur Ralph Yarborough était dans le convoi. Il a également déclaré avoir vu un agent des services secrets sortir une arme. J'ai entendu 3 coups de feu, pas un de plus. Tous semblaient venir de derrière moi. À droite. Certains agents des services secrets ont regardé en arrière vers la droite. C'est de là que semblaient venir les détonations. Un des agents assis à l'arrière de la voiture, qui était devant nous, a sorti une arme automatique. Et il a regardé en arrière. Colin McLaren se demande pourquoi cette arme, aperçue à moins de 4 mètres du président, n'a pas fait l'objet d'une enquête. Le maire de Dallas, Earl Cabell, se trouvait dans une décapotable 4 voitures derrière la limousine présidentielle. Qu'avez-vous vu ou entendu, monsieur? J'ai entendu les tirs. Il y a eu une pause plus longue entre le premier et le deuxième tir qu'entre le deuxième et le troisième. Et vous ne saviez pas qui avait été touché? Non. On voyait bien qu'il y avait de l'agitation dans la voiture présidentielle, de l'activité. Les agents des services secrets se sont précipités vers cette voiture. Sorti de nulle part, un de ces agents est soudain apparu avec un pistolet mitrailleur. Il regardait vers l'immeuble du dépôt. Tous ces témoins ont vu une arme sur la scène de crime. Alors pourquoi les services secrets ne la mentionnent-ils pas dans la lettre envoyée à Howard Donahue? Même l'agent des services secrets, Winston Lawson, déclare avoir vu un de ses collègues une arme à la main. Juste après le signalement des coups de feu, j'ai aussi remarqué un agent debout avec une arme automatique à la main. J'ai d'abord pensé que c'est lui qui avait tiré, car c'était la seule arme que j'avais vue jusque-là. Qui est cet agent? Howard Donahue comprend que le mystérieux second tireur était en fait sous son nez depuis le début dans la voiture escorte des services secrets. Il n'existe qu'une seule image de lui, un fusil d'assaut à la main. Son nom est mentionné à plusieurs reprises dans le rapport Warren. Howard a retrouvé un passage décrivant un certain agent Hickey pointant son fusil AR-15 tout autour de lui sans trouver sa cible. Et quand il a découvert ça, Howard n'en revenait pas. L'agent Lawson se trouve dans la première voiture du convoi, devant le président. Il témoigne. J'ai vu l'agent Hickey debout dans la voiture escorte avec une arme automatique. J'ai d'abord cru qu'il tirait sur quelqu'un. En recoupant plusieurs témoignages du rapport Warren, Donahue identifie l'arme comme étant un fusil d'assaut AR-15. La balle qui, selon lui, avait touché Kennedy à la tête correspondait au type de munitions utilisées dans les AR-15, des balles à fragmentation qui explosent à l'impact. En parcourant le rapport Warren, Donahue a trouvé 11 témoins qui avaient vu l'AR-15 dans les mains de George Hickey. 2 témoins l'ont vu au moment du 3e et dernier coup de feu. Et il y a eu des tirs? Oui, monsieur. Combien? 3 coups de feu. Ensuite, j'ai vu arriver la voiture présidentielle. Et lorsqu'elle est passée en dessous de moi, j'ai regardé en bas et j'ai vu un agent à l'arrière. Il agitait une arme dans tous les sens. On aurait dit un pistolet mitrailleur. Le président était étalé sur la banquette. Howard Donahue pense avoir enfin identifié le deuxième tireur. Il décide de rendre publique cette découverte controversée. Howard avait été contacté par un journaliste du Baltimore Sun qui voulait faire un article sur lui. Il a été publié en 2 parties au printemps 1977. Dans l'article, Donahue expose sa théorie inédite, mais ne désigne jamais George Hickey comme étant le second tireur. Pour la première fois depuis des années, l'édition du dimanche du Baltimore Sun a été entièrement écoulée. Mais cette bulle a très vite éclaté. Et l'histoire a vite été oubliée. Je pense qu'Howard s'attendait à une véritable réaction en chaîne. Mais elle n'a pas eu lieu. Howard Donahue pense avoir prouvé que les 2 balles qui ont touché JFK ne pouvaient pas provenir de la même arme. Il a identifié l'agent des services secrets George Hickey comme étant le second tireur. Après avoir analysé les déclarations des différents témoins,
Colin McLaren soutient la théorie de Donoghue. Il étudie maintenant le comportement des services secrets au Parkland Hospital peu après la fusillade. Nous avons été informés ici au Parkland Hospital que le gouverneur Connally avait été touché à la poitrine. Le président, quant à lui, aurait été touché à la tête. Le Parkland Hospital était plongé dans la confusion la plus totale. La voiture de tête, la limousine présidentielle et la voiture escorte des services secrets arrivent à l'hôpital à 12h36, 6 minutes après les 3 coups de feu. Le sénateur Ralph Yarborough faisait partie du convoi. Je me suis approché de la voiture où se trouvait toujours Madame Kennedy sur le siège arrière, la tête penchée vers son mari, dont elle couvrait la tête. Elle avait du sang sur la jambe et sur ses vêtements, et elle a dit 2 fois « Ils ont tué mon mari! Ils ont tué mon mari !» C'est la chose la plus tragique que j'ai vue de ma vie. L'agent des services secrets, George Hickey, armé de son fusil AR-15, reçoit l'ordre de protéger le vice-président Johnson à l'hôpital. Quelle chambre? C'est là. L'agent Roy Kellerman appelle Washington. Il y a eu un incident à Dallas. On a tiré sur le président et sur le gouverneur. Nous sommes aux urgences du Parkland Hospital. Après avoir aidé à mettre le vice-président Johnson en sécurité, Hickey ramène son AR-15 jusqu'à la voiture. On lui demande alors de trouver un prêtre. On a appelé un prêtre. On apporte en urgence de l'équipement vers l'hôpital. Un instant. Une nouvelle vient de tomber. Nous passons en direct au Parkland Hospital avec Bill Hampton. Le président des États-Unis est mort. Le président Kennedy a été assassiné. C'est désormais officiel. Le président est mort. Un seul mot peut décrire ce que nous voyons ici. C'est le deuil, un immense deuil. La loi du Texas exige qu'une autopsie soit réalisée avant que le corps soit transporté hors de l'État. Le docteur Earl Rose est le médecin légiste du comté de Dallas. Il connaît la loi et tient à préserver toute preuve potentielle. Mais l'agent Roy Kellerman veut transporter le corps de JFK vers l'hôpital présidentiel près de Washington. Ce corps ne peut pas quitter l'hôpital avant qu'une autopsie ait été réalisée. C'est le corps du président des États-Unis. Nous le ramenons à Washington. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Lorsqu'il y a un homicide, nous devons pratiquer une autopsie. On l'emmène. Le corps reste ici. Je suis Roy Kellerman, agent des services secrets, en charge de la protection de la Maison-Blanche. Nous ramenons le président Kennedy dans la capitale. Vous ne pouvez pas faire ça. Il y a des lois et nous comptons bien les faire respecter. Le médecin personnel du président, l'amiral George Berkeley, s'oppose également au docteur Rose. Madame Kennedy ne bougera pas d'ici tant que nous n'emporterons pas le corps. Nous ne pouvons pas accepter ça. Nous devons déplacer ce corps. Il s'agit du président des États-Unis. Je pense que c'est à prendre en considération. Peu importe, vous ne pouvez pas entraver le suivi des pièces à conviction. Nous pouvons déroger à cette règle, cher ami. Alors soit vous bougez, soit on vous passe dessus.
Les services secrets escortent le corps du président depuis le Parkland Hospital jusqu'à l'avion présidentiel Air Force One. À bord, Lyndon Baines Johnson prête serment pour devenir le nouveau président. La charge de président des États-Unis. La charge de président des États-Unis. J'ai été frappé par la façon très brutale dont les services secrets ont évacué le corps de Dallas. Était-ce simplement une réaction de panique au milieu du chaos ambiant? Ou bien était-ce une tentative délibérée de cacher ce qui s'était réellement passé au Dealey Plaza? Pour comprendre, Colin McLaren reconstitue le parcours des services secrets jusqu'à l'assassinat. Alors que JFK et son entourage traversent les rues de Dallas, les services secrets ont pour mission de protéger le président et la première dame. Le président Kennedy a déjà fait 83 déplacements au cours de cette seule année. Pour sa protection rapprochée, il n'est pas rare que les hommes cumulent 80 heures supplémentaires par mois. Lors de cette étape au Texas, les horaires sont doublés. La nuit précédant l'attentat, plusieurs agents des services secrets sortent s'amuser. Ces hommes forment une équipe dévouée et soudée. Dans leur travail, les journées sont longues, la pression constante, et ils ne voient pas souvent leur famille. Les crises cardiaques, l'alcoolisme et même le suicide font partie des risques du métier. Les agents des services secrets mettent le président au lit peu après minuit. Puis, bizarrement, ils sortent faire la tournée des bars. On les a vus en compagnie de jeunes femmes légèrement vêtues, selon l'expression de la commission Warren. La beuverie s'est prolongée jusqu'à 5 heures du matin, puis ils sont rentrés dans leur chambre et ont pris leur service à 7 heures. Après cette nuit de bringue, le démarrage a dû être difficile. Ils avaient probablement la gueule de bois, ou du moins ils n'étaient pas au meilleur de leur forme. Interrogé par le procureur général des États-Unis, le chef des services secrets défend ses hommes. Plusieurs personnes ont vu un homme avec un fusil à la fenêtre de cet immeuble depuis laquelle on a tiré sur le président. Ne pensez-vous pas qu'un agent des services secrets qui se serait couché raisonnablement tôt et sans avoir bu aurait été plus alerte pour repérer ce genre de détails qu'en se couchant à 3, 4 ou 5 heures du matin? Oui, bien sûr. Mais dans certaines situations, mes hommes rentrent de mission à 1h30 du matin et doivent se lever à 3h30 ou 4h pour repartir dès 5h. Et ils doivent tenir toute une nouvelle journée jusqu'à 1h ou 2h. Mais ne pensez-vous pas qu'ils auraient été plus en forme, plus alertes s'ils n'avaient pas fait toutes ces choses? Si. Évidemment. Mais je ne pense pas qu'ils auraient pu empêcher cet assassinat. L'agent George Hickey est un des premiers sur place pour préparer les voitures du convoi. George Hickey avait 40 ans à l'époque et il ne faisait partie des services secrets que depuis 4 mois. Il était assigné au garage. Il vérifiait les niveaux d'huile, lavait les voitures et les préparait pour le convoi. George Hickey n'était pas sorti avec les autres la nuit précédente. C'est probablement pour cela que George Hickey, qui n'était alors qu'un chauffeur, a dû assumer des responsabilités qui lui étaient parfaitement étrangères et s'emparer du fusil AR-15 pour jouer au sniper. Dans les jours suivants, on ordonne aux agents des services secrets de mettre par écrit leurs actions au moment de l'attentat, y compris George Hickey. Le dernier tir a semblé le toucher à la tête. Il est tombé en avant, puis sur son flanc gauche. Après le dernier tir, je me suis penché vers le plancher de la voiture pour m'emparer de l'AR-15. Je l'ai chargé, armé, et je suis resté debout dans la voiture pour inspecter les environs. À ce moment-là, nous sommes passés sous le pont. Nous avions donc quitté le lieu de la fusillade. J'ai gardé l'AR-15 en main, prêt à tirer pendant que nous roulions vers l'hôpital. La version de George Hickey est très intéressante. Il prétend avoir saisi l'AR-15 juste au moment où la voiture passait sous le pont.
Il y a pourtant 11 témoins différents qui assurent l'avoir vu une arme à la main au moment du troisième tir, c'est-à-dire sur le Dealey Plaza. Encore plus intéressant, 7 de ces 11 témoins sont des agents des services secrets. Sam Holland se trouvait sur le pont au moment de la fusillade. Il a effectué une déposition sous serment dans les bureaux du shérif de Dallas. Après le premier coup de feu, un des hommes des services secrets s'est levé avec une mitraillette à la main. Et puis, il est retombé sur son siège. Dans son témoignage devant la commission, l'agent Roy Kellerman confirme que cette arme était présente dans le convoi. Nous avons un AR-15 sorti de son étui sur le plancher de la voiture et il est prêt à tirer. Prêt à tirer signifie que l'arme est chargée, armée, une balle dans la chambre et la sécurité enclenchée. Tout ce que George Hickey aurait eu à faire, c'est retirer la sécurité, viser et tirer. Mais ce n'est pas ce qu'affirme l'agent Hickey dans sa déposition écrite. Je me suis emparé de la R-15, je l'ai chargé, armé, et je suis resté debout dans la voiture pour inspecter les environs. Pourquoi Hickey affirme-t-il avoir chargé et armé l'AR-15 alors que selon Kellerman, il était déjà prêt à tirer? Le chef des services secrets est appelé à témoigner. Dites-moi si je me trompe. Alors que vous suivez le convoi, vos hommes scrutent les immeubles des alentours, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Ont-ils des fusils mitrailleurs dans une de leurs voitures? Non. Warren sait par d'autres témoignages que ce n'est pas vrai. Pour des raisons de sécurité, j'aimerais... Rowley évite la question. Maintenant, nous n'en avons plus. Il me semblait avoir compris que vous aviez des armes. Oui, nous avions de nouvelles armes. La toute dernière arme dans l'arsenal des services secrets, la R-15, est donc retirée immédiatement après Dallas. De son propre aveu, l'agent George Hickey avait dans les mains une puissante arme d'assaut lorsque les coups de feu ont retenti à Dallas le 22 novembre 1963. Après le dernier tir, je me suis penché vers le plancher de la voiture pour m'emparer de la R-15. Mais plusieurs témoins contredisent sa version. 11 témoins différents ont déclaré l'avoir vu très clairement avec une arme à la main au moment du troisième tir. Si le coup fatal a été tiré par Hickey, le comportement des services secrets devient d'autant plus intrigant. Pourquoi ont-ils refusé qu'une autopsie soit pratiquée au Parkland Hospital de Dallas? Air Force One se pose à la base aérienne d'Andrews, près de Washington, à 17h58. La circulation a été bloquée pour permettre un accès direct à l'hôpital naval de Bethesda, à 45 km de là. Le médecin personnel de JFK, le docteur George Berkeley, est également le directeur de cet hôpital. Berkeley demande au pathologiste en chef de l'hôpital, James Humes, de pratiquer l'autopsie. Humes et son équipe ont conscience que la qualité de leur travail sera cruciale pour toute poursuite judiciaire à l'encontre du meurtrier. J. Edgar Hoover a nommé 2 agents du FBI qui assisteront à toute l'opération jusqu'à l'embaumement. James Siebert et Francis O'Neill connaissent l'exigence de leur patron et noteront tout ce qui se passe dans la salle d'autopsie. Les médecins légistes doivent enregistrer tous les prélèvements et établir un suivi précis des pièces à conviction. D'ordinaire, les autopsies sont réalisées par une petite équipe, mais cette autopsie-là n'a rien d'ordinaire. Il y avait au moins 30 personnes dans la salle d'autopsie. Des représentants de l'armée, de la Navy, du FBI, des techniciens, des pathologistes. Et toute cette foule était là pour l'autopsie. Tout le monde parlait en même temps, se disputait. Le pathologiste en chef, le docteur Humes, a même déclaré dans sa déposition qu'il aurait voulu tous les mettre dehors. Vous pouvez reculer un peu, s'il vous plaît? C'était comme essayer de faire de la neurochirurgie au milieu d'un cirque. 30 ans après, le gouvernement Clinton crée l'ARRB, Assassination Records Review Board, un comité chargé de réétudier les documents liés à la fusillade et de conduire des entretiens sur l'autopsie de JFK. Colin McLaren a aujourd'hui accès à des informations cruciales qui n'étaient pas encore déclassifiées à l'époque de l'enquête d'Howard Donohue dans les années 1970. Au début des années 1990,
Une majorité d'Américains pensent toujours que toute la vérité n'a pas été dite sur l'affaire JFK. Un sentiment renforcé par la sortie du film éponyme d'Oliver Stone. En réponse, le Congrès vote le JFK Records Act qui conduira aux entretiens menés par l'ARRB. En 1995, l'ARRB demande à toutes les agences impliquées de lui communiquer tous les documents liés à l'étape de Dallas. Malheureusement, les services secrets avaient détruit les leurs la semaine précédente. Pourquoi ont-ils fait ça? McLaren remarque dès le départ des erreurs évidentes dans le traitement des preuves. Les vêtements de l'agent Roy Kellerman, par exemple, sont couverts de tissu cérébral appartenant à JFK. Leurs vêtements auraient dû être mis sous scellés et traités comme des pièces à conviction. Ils n'auraient pas dû se trouver là, et pourtant, ils ont assisté à toute l'autopsie. Les pathologistes s'accordent sur le fait qu'une balle a pénétré dans le cou du président juste au-dessus du col, au niveau de l'épaule. La blessure au cou de JFK était très nette. Le point d'entrée mesurait seulement 7 mm, ce qui est cohérent avec une balle chemisée de 6 mm 5. Le gouverneur Connolly est soigné pour une blessure similaire, propre et nette. Dr Humes, vous devriez répondre. Une balle chemisée de 6 mm et demi de diamètre a été retrouvée sur la civière du gouverneur. Pour Humes et son équipe, la première balle manquante vient d'être retrouvée. La blessure à la tête de JFK n'a rien à voir avec la première. La balle responsable a touché le président derrière la tête et creusé une énorme plaie de 13 cm de diamètre. Humes conclut que cette blessure est due à une balle qui a explosé. L'hémisphère cérébral gauche avait été en partie détruit par l'explosion du projectile. Je n'avais pas besoin d'un neuropathologiste pour voir que le cerveau de cet homme avait éclaté. Avez-vous le souvenir d'éléments radio opaques présents ou apparaissant sur les radiographies? Oui, dans le crâne. Il y avait de minuscules fragments de matériaux radio opaques. Nous avons pensé qu'il s'agissait de fragments de balles. Très fins, un peu granuleux. Il y en avait jusque dans l'os frontal. Quittez la pièce, s'il vous plaît. Le radiologue Gerald Custer suit les instructions du Dr Humes. Merci, monsieur Custer. C'est à vous. Merci. C'est bon? Départ. Après avoir effectué la radio, Custer monte en urgence dans son laboratoire photographique pour développer les images et les rapporter aux pathologistes. Gerald Custer témoignera de l'intense débat qui s'installe alors dans la salle d'autopsie. Les médecins sont harcelés. C'était un vacarme épouvantable. On était parfois obligé de crier pour se faire entendre. Le supérieur de Custer, le Dr John Ebersol, s'approche de lui. Quand vous a-t-on demandé pour la première fois de ne pas parler de cette autopsie? À la morgue. Ok, à la morgue. Le soir du 22 novembre? Le soir même, oui. D'accord. Et qui vous a demandé de ne pas en parler? Le docteur Ebersol. Il a été très clair. Si vous deviez traduire le plus fidèlement possible ce qu'il vous a dit, ce serait? Vous la bouclez. D'accord. Ça a le mérite d'être clair. Colin McLaren a découvert des témoignages appuyant la théorie de Howard Donahue, selon laquelle l'agent des services secrets George Hickey aurait tiré dans la tête du président Kennedy. Ayant aujourd'hui accès à des documents déclassifiés, il découvre toute l'étendue des manipulations des services secrets lors de l'autopsie. John Stringer était chargé de prendre toutes les photographies pour documenter l'autopsie. Il s'est retrouvé dans un chaos indescriptible et s'en est plaint. John Stringer prend de nombreuses photos. Il est assisté par Floyd Ribby, un jeune photographe. Ribby affirmera avoir pris une centaine de clichés en utilisant 8 ou 9 pellicules, des preuves cruciales pour l'enquête. Lorsque vous arriviez au bout d'une pellicule, qu'en faisiez-vous? Je la retirais de l'appareil et je la donnais à un des agents secrets présents. Avez-vous revu ces pellicules par la suite? Non.
À votre connaissance, avez-vous pu, ou M. Stringer a-t-il pu quitter la salle d'autopsie avec une des pellicules? Non. Non, nous n'aurions pas pu sortir avec ça. Ils ont même pris les recharges qui n'avaient pas été utilisées. J'avais encore une pellicule 35 mm en réserve dans ma poche. Et ils l'ont prise aussi. Ils ont tout pris. Le FBI notera que 22 pellicules couleur et 18 noirs et blancs ont été utilisées. Elles sont confiées au service secret. L'agent du FBI, Frances O'Neill, se souvient les avoir remises à Roy Kellerman. O'Neill dira plus tard que les services secrets avaient promis d'envoyer des copies de tous les clichés au FBI. Ils ne l'ont jamais fait. Ribby lui-même ne verra jamais les photos qu'il a prises. Il confie à l'ARRB que selon lui, certaines images ont disparu. Il a même assisté à une audition publique sur ce sujet, mais n'a jamais pu retrouver ces clichés. Il raconte également comment les services secrets ont entravé le déroulement de l'autopsie. Il y avait un officier et un civil qui devaient être le médecin personnel de Kennedy. Dites-moi, et ces deux personnes donnaient-elles des directives au docteur Ebersol? Oui, tout à fait. Quel genre de directives? La famille Kennedy ne souhaite pas que vous poursuiviez cette opération. Vous voulez qu'elle entre maintenant? Elle ne partira pas d'ici de toute façon. On a la Maison Blanche sur le dos, que voulez-vous qu'on fasse? Bon, ça suffit, vous avez 5 minutes. C'est simple. Il fallait faire une autopsie, peu importe si elle était réalisée correctement. C'était simplement pour le dossier. Reconstituer les faits, ce n'était pas la priorité. Sans cesse interrompu par l'agitation ambiante, le docteur Humes termine son autopsie sans être satisfait de son travail. Il place le cerveau du président dans une boîte en acier pour procéder à de plus amples analyses. Mais il ne le fera jamais. Les lames préparées par le docteur Humes ont également été remises au service secret. Il ne les a jamais revues. Si tout s'était passé normalement dans la salle d'autopsie, la cause de la mort aurait été établie en 3 ou 4 heures. La balle intacte aurait été comparée à la blessure au cou de JFK, les pièces à conviction mises sous scellé, étiquetées, et un suivi avec signature aurait été mis en place. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Docteur Humes? Oui? Je peux vous parler en privé. Oui, bien sûr. Le patron du docteur Humes, George Berkeley, l'informe que Robert Kennedy réclame le cerveau de son frère. Il m'a demandé si je voulais bien lui remettre le cerveau et je me suis exécuté. C'est là que commence le mystère, car je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite. Qu'a fait George Berkeley de ce cerveau, c'est le mystère du siècle. Et pourquoi ai-je accédé à sa demande si promptement? Je ne sais pas. Il me parlait de Bobby Kennedy et de sa famille. Vous allez réaliser des radios du crâne avec ceci. Quelques jours après l'autopsie, le docteur Ebersol, revenant d'une réunion à la Maison-Blanche, présente une étrange requête à Gerald Custer. Le docteur Ebersol a-t-il mentionné des fragments métalliques? Il m'a remis des fragments métalliques de diverses tailles et m'a demandé de les coller sur le crâne. Et l'avez-vous fait? Oui, monsieur. Gerald Custer apporte la preuve d'une complexe tentative de dissimulation des services secrets. On lui a demandé de fabriquer des radios qui masqueraient la détection d'une balle explosive en plaçant des fragments de balles chemisées sur le crâne de JFK. Le docteur Ebersol vous a demandé de coller ces fragments sur le crâne après être revenu de la Maison-Blanche? Vous en êtes absolument certain? Absolument. C'est la première chose qu'il m'a dite en entrant. Je veux des radios du crâne avec ces fragments collés. On a demandé à Gerald Custer de falsifier des radios. Ça ne fait aucun doute. Et il l'a fait, même s'il l'a regretté toute sa vie. Ce n'était pas le plus traumatisant. Après avoir signé une clause de non-divulgation, on m'a fait comprendre que si quoi que ce soit transpirait de cette affaire, je risquais de finir ma vie en prison. Quelques jours plus tard, les photographes John Stringer et Floyd Ribby reçoivent la visite d'un agent secret. Vous avez mentionné un serment de confidentialité.
On nous a expliqué qu'il s'agissait d'informations classifiées. Nous avons dû lire et signer un document stipulant que si nous en parlions à qui que ce soit, nous passerions en cour martiale. John Stringer doit également signer une clause de non-divulgation. Tous les gens présents dans la salle d'autopsie ont dû signer cette clause. Pour Colin McLaren, le rapport de la commission Warren soulève plus de questions qu'il n'en résout. Après avoir appris ce qui s'était passé au Dealey Plaza, dans la salle d'autopsie et au Parkland Hospital, je voulais de nouveau jeter un œil au rapport Warren pour voir si je n'avais rien manqué. Et c'était le cas. En parcourant le rapport de la commission Warren, McLaren découvre que des témoins clés de l'autopsie n'ont jamais été convoqués. Des preuves cruciales ont donc été ignorées, en particulier les notes des agents du FBI James Siebert et Francis O'Neill. Les deux agents ont confirmé avoir pris des notes au conseiller juridique de la commission, Arlen Specter. Mais ils ont ajouté que l'agent Roy Kellerman s'était accaparé de toutes les photos et radios en promettant de les tenir à la disposition du FBI. La plupart de ces images n'ont jamais refait surface. Avez-vous vu des agents du FBI prendre des notes? Oui, absolument. Siebert et O'Neill. Ils n'ont pas cessé d'écrire dans leur carnet. Dans un mémo, Specter affirme que Siebert et O'Neill n'ont pris aucune note. S'agit-il d'une erreur de sa part ou bien d'un mensonge? Quoi qu'il en soit, la commission n'a pas demandé à voir ces notes, ni aucun des deux agents. Pourquoi? 2 mois après le début des auditions de la commission Warren, le radiologue Gerald Custer se retrouve face à Arlen Specter pour un entretien préliminaire. Il est évident que les observations de Custer dans la salle d'autopsie, ainsi que son histoire de radio falsifiée, auraient fait l'effet d'une bombe devant la commission. Custer attend d'être convoqué. Specter ne l'appellera jamais. Le sénateur Ralph Yarborough est lui aussi impatient de témoigner devant la commission. Il se trouvait juste derrière l'agent des services secrets, George Hickey. Un des agents assis à l'arrière de la voiture qui était devant nous a sorti une arme automatique. Et il a regardé en arrière. J'ai senti une odeur de poudre. Elle nous a suivis jusqu'à l'hôpital. Dans une note de réunion, le procureur Warren demande que Yarborough soit appelé à témoigner. Or, il ne sera jamais convoqué. Pourquoi l'ordre de Warren n'a-t-il pas été suivi? Cela reste un mystère. McLaren pense que la commission a volontairement omis d'interroger certains témoins clés. On ne sait pas si Arlen Specter a parlé aux agents qui se trouvaient dans la voiture escorte. Seul un de ces agents a témoigné devant la commission Warren. Selon les points de vue, on peut y voir de la négligence ou bien de la dissimulation. Au bout de 9 mois d'enquête, la commission Warren croule sous les documents. Sans technique d'investigation moderne et sans système informatique, il est possible que certaines preuves soient passées inaperçues. Mais Colin McLaren a accès à des bases de données modernes. Il découvre plusieurs témoins dont les déclarations n'ont pas été analysées jusqu'à ce jour. Si un analyste avait étudié ces dépositions, il aurait remarqué que les 3 tirs sont souvent mentionnés, tout comme l'odeur de poudre, en particulier à proximité du convoi. Il aurait lié ces éléments aux autres témoignages qui indiquent qu'un agent des services secrets s'est levé, une arme à la main, avant de retomber sur son siège. Malheureusement, ces détails ont échappé à la commission Warren. La commission recherchait-elle vraiment la vérité? Colin McLaren devine une commission peu soucieuse de découvrir la vérité. C'est pour lui la seule conclusion logique au vu des nombreux témoins oculaires ignorés, pourtant convoqués dans les bureaux du shérif de Dallas. Les 2 hommes dans la voiture se sont levés et au second coup de feu, ils sont retombés dans leur siège et la voiture a accéléré. Marvin Faye Chisholm parle-t-elle de la voiture escorte lorsqu'elle mentionne ces 2 agents retombant en arrière?
Nous ne le saurons jamais. Elle n'a jamais été appelée à témoigner. J'ai vu comme un flash rose, comme quelqu'un qui se levait avant de se rasseoir dans la voiture. Ce flash rose pouvait être le canon de l'AR-15 au moment d'un tir, ou bien le coup de feu lui-même, mais personne n'a cherché à le savoir. J'ai vu un homme dans la voiture du président, ou dans celle qui la suivait. Il a sorti quelque chose qui ressemblait à un fusil. Monsieur Betzner a pris 3 photographies qui ont été saisies par les hommes de Decker. Ce monsieur n'a jamais été convoqué par la commission et ces clichés n'ont jamais été examinés. Gene Hill se trouvait à seulement 6 mètres de JFK au moment de l'assassinat. J'ai vu le président se tenir la poitrine et tomber en avant. Je crois aussi avoir vu des hommes en civil riposter. Gene Hill a été convoquée par la commission Warren. Elle a dit avoir vu les agents riposter. Arlen Specter n'a pas poursuivi dans cette voie. Il ne lui a pas demandé ce qui lui avait fait penser cela. Il a changé de sujet. Pourquoi n'aurait-il pas voulu savoir ce qu'elle entendait par riposter? Le shérif Decker était dans la voiture de tête. Il regardait vers la voiture escorte. Ses observations auraient pu être décisives pour la commission. Malheureusement, il n'a pas été convoqué. L'omission la plus évidente dans cette enquête concerne le convoi lui-même. Derrière la voiture escorte se trouvaient encore 12 véhicules, dont un seul n'était pas une décapotable. Les passagers étaient des journalistes, des dignitaires, et tous regardaient vers l'avant. La commission n'a pas jugé bon de tous les interroger. Elle n'en a convoqué que 6. Parmi ces 6 témoins, 4 ont senti une odeur de poudre au niveau de la rue. Pourquoi ne pas les avoir tous convoqués? Témoins jamais convoqués, questions jamais posées et indices ignorés. McLaren en conclut que le gouvernement américain tente de dissimuler le tir fatal de l'agent George Hickey. Mais pourquoi Hickey aurait-il tiré sur le président des États-Unis? L'expert en balistique, Howard Donohue, donne une réponse simple. L'agent Hickey s'est penché vers le siège arrière pour attraper la R-15. Il l'a remonté vers lui et il a désactivé la sécurité. À cet instant, il est tombé et le coup est parti, touchant le président Kennedy à l'arrière de la tête. Y a-t-il eu un complot pour éliminer JFK? Howard ne se prononçait pas sur ce sujet. Mais il a montré que le coup ne pouvait pas venir du talus, car il n'y avait ni point d'entrée sur le visage de Kennedy, ni point de sortie à l'arrière de la tête. Il ne pouvait pas venir non plus du pont routier, car 12 personnes s'y trouvaient à ce moment-là. Howard a prouvé qu'Oswald n'avait pas tiré ce dernier coup de feu, et qu'en toute probabilité, il s'agissait de l'agent Hickey. Accidentellement, dans la panique du moment, il a voulu réagir, faire son travail. Il avait probablement déjà repéré Oswald et s'apprêtait à faire feu. Et puis, il y a eu ce coup du sort. C'est triste. Triste pour lui et pour notre pays. C'est une tragédie. Pourquoi admettre qu'un agent des services secrets a abattu accidentellement le président? Pour mettre fin à ce mystère national. C'est une explication simple à un problème complexe qui trouble encore aujourd'hui tous les Américains. C'est pour cela que nous avons écrit ce livre, Mortal Error. Bonnard Menninger a écrit un livre en s'appuyant sur les conclusions scientifiques bien que subversives de Donohue. Mortal Error est publié en 1992. Il nomme George Hickey comme étant le second tireur qui a abattu accidentellement JFK. Lorsque Howard et moi avons commencé à travailler sur ce projet, j'ai immédiatement envoyé une lettre recommandée à George Hickey et je n'ai jamais eu de réponse. Alors que nous avions presque terminé le livre, je lui ai renvoyé un courrier pour lui expliquer qu'il avait tout intérêt à me rencontrer, car le livre allait sortir. L'éditeur lui a également écrit. Et là encore, pas de réponse. La signature de George Hickey sur l'accusé de réception prouve qu'il a bien reçu ces lettres, mais il ne répond pas.
Quand j'ai lu ce livre, j'ai été bouleversé. Il s'agissait d'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur livre sur un crime authentique que j'ai jamais lu. Son expertise balistique était incroyable et inattaquable. J'aurais eu envie de le rencontrer pour l'aider dans son travail. Mais les ventes sont décevantes et le livre sombre vite dans l'oubli. Je pense qu'il était déçu que le livre ne marche pas. Les gens étaient plus intéressés par l'homme au parapluie, les balles de glace ou encore le talus herbeux. Ils voulaient du mystère, des complots. Sa théorie n'était que mathématique et balistique, rien de très vendeur. 3 ans après la publication de Mortal Error, George Hickey porte plainte contre Howard Donohue, Bonham Menninger et leur éditeur. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps? Si on m'accusait d'avoir causé la mort accidentelle du président des États-Unis, je réagirais en quelques jours. Lui, il a attendu plus de 2 ans. C'est surprenant. La plainte n'a finalement pas abouti en raison du délai de prescription. Il a attendu trop longtemps et le juge l'a rejeté. Le livre est réédité en 1996. Hickey porte de nouveau plainte. En 1998, un arrangement à l'amiable est conclu. En cas de plainte, peu importe qu'elle soit justifiée ou non, il faut répondre. L'affaire a traîné en longueur et a coûté à mon père et à son éditeur beaucoup d'argent et de temps. Ils ont pris une décision pragmatique. Nous avions déjà trop dépensé pour affronter ces avocats et il fallait en finir. Si l'affaire était passée devant un tribunal, tout aurait été mis au jour. Tous les dossiers sur la R-15, les rapports d'incidents, les documents des services secrets concernant l'équipe en service ce jour-là. Cela aurait pu être catastrophique pour les services secrets et pour George Hickey. Howard a continué de chercher un public intéressé par son histoire et par le livre. Il cherchait toujours des indices pour étayer sa thèse, mais en fait, l'aventure touchait à sa fin. Howard Donohue s'éteint 1 an plus tard. Sa quête de vérité aura duré 25 ans. Colin McLaren a choisi d'enquêter sur cette célèbre et mystérieuse affaire pour prouver la remarquable théorie de Donohue. Les 2 hommes s'accordent à dire que le 3e tir qui a touché Kennedy est le résultat d'un tragique accident. J'en suis convaincu. 3 coups de feu retentissent. L'auteur du premier tir est Lee Harvey Oswald. Il manque sa cible, mais un fragment de la balle rebondit au sol et touche le président qui s'exclame alors « Mon Dieu, je suis touché ». L'agent George Hickey se retourne et regarde vers la fenêtre du 6e étage. Oswald tire à nouveau. La 2e balle touche le président dans le dos, elle ressort par le cou et touche le gouverneur Connolly pour ressortir au niveau de la poitrine. L'agent Hickey s'empare du fusil AR-15 et retire le cran de sûreté. Au moment où la voiture accélère, il perd l'équilibre et tire accidentellement. La voiture présidentielle fonce vers le Parkland Hospital et une immense entreprise de dissimulation commence alors. Cette reconstitution, obtenue scientifiquement, est corroborée par de nombreux témoignages jusqu'alors ignorés. J'ai vu le président se tenir la poitrine et tomber en avant. Je crois aussi avoir vu des hommes en civil riposter. Après le premier coup de feu, un des hommes des services secrets s'est levé avec une mitraillette à la main. 11 personnes ont déclaré avoir vu le fusil d'assaut dans les mains de George Hickey. 7 d'entre elles appartiennent aux services secrets. McLaren et Donohue identifient également 10 témoins déclarant avoir senti une odeur de poudre au niveau de la rue après ou au moment de la fusillade. Pour sentir l'odeur de la poudre, il faut que le vent vienne vers vous. Pour McLaren, le comportement des services secrets au Parkland Hospital indique qu'ils savent que l'un d'entre eux a tiré sur le président. Les diverses intimidations physiques ou verbales rapportées, ainsi que leur détermination à empêcher une autopsie immédiate malgré la loi, vont dans le même sens. Alors soit vous bougez, soit on vous passe dessus. Et que dire de l'autopsie de Bethesda? Occupez-vous de ce qui vous regarde.
La pièce bondée, les interruptions constantes des services secrets, l'autopsie réalisée sous pression, les photos manquantes, les radios falsifiées et le cerveau disparu d'un des hommes les plus célèbres de l'histoire, tout cela ressemble à une conspiration. Si nous en parlions à qui que ce soit, nous passerions en cour martiale. Enfin, la commission Warren et ses témoins non convoqués, ses témoignages manquants, ses questions sans réponse et ses indices ignorés. Pour Colin McLaren, la commission avait son tireur, dont le meurtre était une aubaine, elle avait l'arme du crime et un rapport d'autopsie plausible, englobant les 3 tirs. Affaire classée. George Hickey ne sera jamais convoqué pour être interrogé sur sa déclaration. Il ne s'exprimera jamais publiquement sur cet attentat. Et il s'éteint en 2005. Je pense que si mon père pouvait rencontrer George Hickey aujourd'hui, il lui dirait « Je suis désolé de ce qui vous est arrivé ». Mon père s'en est tenu aux faits, aux indices et à son expertise en balistique. Malheureusement, tout cela l'a dirigé vers M. Hickey. Mais il n'a jamais eu l'intention de le dépeindre comme un sale type ou de le dénigrer d'une quelconque façon. Il avait beaucoup de sympathie pour M. Hickey. Je trouve tragique que la vie de John Kennedy ait dû se terminer de cette façon. Et j'ai le sentiment qu'il n'a jamais cessé de mourir au fil des années. Il n'a pas pu reposer en paix. Je l'admirais énormément. Et en sa mémoire, j'aimerais voir cette affaire résolue une fois pour toutes. Il ne s'agit pas de salir le nom d'une personne ou d'une organisation. Il s'agit de connaître la vérité sur la mort de JFK et de donner au peuple américain une réponse définitive. Une réponse qui se résume simplement à un tragique accident, combiné à une périlleuse tentative d'assassinat. Il est peut-être temps de voir les choses en face et de tourner paisiblement la page sur ce qui reste la scène de crime la plus débattue de l'histoire.